tous, aujourd'hui je vous raconte l'histoire déconcertante de Karl Tanzler qui a vécu durant 7 ans avec le cadavre de la femme qu'il convoitait. Durant tout ce temps, cet homme était persuadé qu'il pourrait ramener à la vie celle qu'il considérait comme sa promise. Pour comprendre au mieux ce personnage, je me suis plongée dans ses pensées. Une grande partie de ses mémoires sont reprises dans le livre de Ben Harrison, Undying Love. C'est là que repose le corps de sa bien-aimée Elena Milagro de Hoyos. Il a emmené avec lui une couverture, un coussin, une corde ainsi qu'un petit chariot pour l'aider dans sa besogne, à savoir dérober le cercueil avec sa belle à l'intérieur. Pour décrire cet instant qui restera gravé à jamais dans son esprit, Karl Tanzler écrira dans son journal. Il n'y avait aucune place pour les vivants là-bas, dans cette nuit des plus noires. Tout le cimetière était animé par les âmes qui sortaient de leurs tombes de tous côtés, se déplaçant et se faufilant partout autour de nous. C'était comme une fête avec les disparus. Une divine marche nuptiale avait débuté. Cela n'était pas une marche funéraire, car la joie était tout autour de nous et les anges nous précédaient dans la brume. Les anges fondaient sur nos pas comme s'ils cherchaient à nous épauler. Le petit chariot, aussi lourd soit-il, obéissait sans résistance à ma main, à croire que les ensevelis tendaient leurs bras pour m'aider. Revenons maintenant 6 ans en arrière. En 1926, à 49 ans, Karl Tanzler quitte l'Allemagne pour se rendre aux États-Unis, laissant derrière lui une épouse, Doris Schaeffer, âgée de 25 ans, et 2 petites filles, Aisha et Clarista, pour rejoindre sa propre sœur à Zephyr Hills, en Floride, afin de s'y installer. Femmes et enfants le rejoindront 1 an plus tard. Toutefois, leurs retrouvailles seront brèves, car suite à une dispute, Karl Tanzler s'en ira pour ne plus jamais revenir. Quand on lit ses mémoires, on comprend à quel point cet homme vivait dans un monde totalement fantasmé. Attiré par la peinture, peignant lui-même des aquarelles, fin connaisseur de musique et organiste à ses heures perdues, il était également un scientifique passionné, nourrissant une fervente curiosité pour l'univers et les étoiles. Malheureusement, Karl Tanzler avait la fâcheuse manie de mélanger les faits avec les caprices d'une fantaisie jamais en berne, préférant voir le monde au travers du prisme de ses désirs, embellissant le réel par une imagination exubérante, cherchant sans relâche l'amour de sa vie. Ce grand amour qu'il était persuadé de rencontrer un jour en raison d'une succession d'apparitions qu'il aurait eues à différents stades de sa vie. Il se comparait lui-même à Ulysse, cherchant sa Dulcinée, occultant son statut de père et d'époux qui ne correspondait pas à sa recherche d'idéal. Une fois arrivé en Floride, il acheta un terrain et se fit embaucher par l'hôpital maritime de Key West comme médecin et radiologue spécialisé. C'est peu après qu'il rencontra Elena Milagro Hoyos. Née en 1909, Elena était la fille d'un fabricant de cigares, Francisco Poncho Hoyos, et d'Aurora Milagro. Elle avait 2 sœurs, Florinda, que tout le monde appelait Nana, et Celia. La famille n'était pas riche, mais c'était une grande tribu, joyeuse et festive. Les 3 sœurs aimaient chanter et danser. Elena était très belle, avait de longs cheveux noirs bouclés et soyeux, mais elle se les coupera par la suite pour se mettre au diapason de la mode américaine. D'une nature enjouée et exubérante, Elena était étincelante, glamour et chantait si bien qu'elle se produisait durant les grandes occasions au théâtre de San Carlos. En 1926, quand elle avait 18 ans, elle s'est mariée à Luis Meza et tomba enceinte peu après. Malheureusement, cette grossesse se solda par une fausse couche. Rapidement après cet événement, Elena attrapera la tuberculose. À cette époque déjà, la radiographie des poumons était systématique. Elle était pratiquée depuis une 30aine d'années. On était là à une décade de la découverte des antibiotiques et à Key West, la tuberculose était la principale cause de décès. Après l'avoir examinée, le médecin de famille d'Elena l'orienta vers l'hôpital maritime naval de Key West où Karl Tanzler exerçait. Cette rencontre restera gravée à jamais dans l'esprit de celui-ci. Voici ce qu'il écrira dans son journal. Au milieu de ma routine journalière de travail, j'ai reçu un appel du siège de l'hôpital, m'informant que j'allais devoir pratiquer une prise de sang sur une jeune femme. Je l'ai à peine regardée quand je suis rentrée dans la pièce. La première chose dont je me suis aperçue alors que je me penchais pour extraire un peu de sang de son doigt est que sa main était extraordinairement petite. Ses longs doigts fuselés étaient les plus adorables que je n'avais jamais vus. Alors que je piquais son doigt, sa main a tressailli. Et c'est alors que je levai ma tête pour la regarder pour la première fois. Je lui dis « Je suis désolée de vous avoir fait mal, pardonnez-moi s'il vous plaît ». Son visage était caché par sa main. Elle écarta celle-ci afin de me répondre
et c'est alors que je vis sa beauté surnaturelle, le visage même de mes rêves et de mes visions, le visage de la mariée qui m'était promise 40 ans plus tôt. J'étais tellement abasourdie que je l'ai à peine entendu me répondre. Cela ne m'a pas fait tant de mal, excusez ma nervosité. Sa voix était douce, mignonne et enfantine et m'a fait penser à la chanson printanière d'un oiseau moqueur. Elle avait parlé avec un accent espagnol, mais son anglais était excellent. Comme j'avais accompli ma tâche, je n'avais plus aucune raison de m'attarder dans cette pièce. Je me sentais bouleversée et je me retirais tellement confus que je ne pus rien dire d'autre. Je ne savais pas si je marchais ou si je rêvais. De retour à mon bureau, je m'assis un instant. Mais oui, c'était bien elle, incarnée. J'avais la preuve qu'elle existait vraiment, puisque je tenais le tube contenant son sang. Une infirmière lui apporta alors la feuille d'enregistrement de la patiente. Karl Tanzler eut alors un choc en lisant le titre de Madame. Il dira « Elle appartient à quelqu'un d'autre ». Étais-je donc maudit pour qu'après une quête de 40 ans qui s'achevait déjà, je devais déjà perdre celle que je venais enfin de trouver, celle qui m'était destinée ? Malgré cela, ma joie n'était pas entamée. Au fond, peu importait qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre, puisque nous étions destinés l'un à l'autre depuis toutes ces années. Le plus important est que je l'ai enfin trouvée, qu'elle était malade et que j'étais en position de la sauver. À partir de là, dans l'esprit en ébullition de Karl Tanzler, il n'y aura plus aucune place pour sa femme ni même pour ses filles. Elena deviendra le centre de ses pensées, son Graal, sa terrible et inguérissable obsession. Après le diagnostic de la maladie d'Elena, son époux Louis Meza la quittera sur le champ. Lors d'une de ses visites à son médecin Karl Tanzler, la jeune femme lui confiera la nouvelle que son époux l'avait quittée pour une autre. Imaginez la joie que ce dernier a dû éprouver à cet instant. Il lui promit alors qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter, car il s'occuperait d'elle. Retournons maintenant explorer le passé de cet homme pour le moins iconoclaste. Quand Karl parlait de lui-même, il disait qu'il était le comte Karl von Cosel, utilisant du C américain au détriment du K allemand qui figurait sur ses papiers. Sur son certificat de mariage, il était écrit George Karl Tanzler, mais sur son certificat de citoyen américain qu'il recevra en 1950, soit 2 ans avant sa mort, il sera écrit Karl Tanzler von Cosel. Il est né le 12 janvier 1877 à Dresden en Allemagne, grandissant dans la villa de Cosel au sein d'un manoir présumé hanté par une dame blanche qui serait la comtesse Cosel en personne, décédée en 1765. À 12 ans, Karl Tanzler fit un étrange rêve qu'il interprétera comme une vision prophétique, celle d'une belle jeune fille en robe blanche. À cet âge, il était passionné par l'électricité, la chimie, l'astronomie, l'univers, menant ses propres expériences. Il s'aménagera même, comme il le raconte dans ses mémoires, un laboratoire et construisit un bateau et des ballons à air chaud faits en soie japonaise cousus par sa mère. Il était également mordu de sciences, de musique et de peinture. Il poursuivra ensuite ses études à l'université de Leipzig. À 24 ans, il raconte qu'il a passé brillamment ses examens finaux sur 9 matières principales, comprenant notamment les arts de la médecine, la philosophie, les mathématiques, la physique et la chimie. Ben Harrison, dans son livre, affirme qu'il n'a trouvé aucune preuve tangible concernant son passé et se demande par conséquent si les éléments relatés dans l'autobiographie de Karl Tanzler étaient réels ou montés de toutes pièces. Tanzler raconte notamment dans ses mémoires les visites cosmiques qu'il aurait reçues de sa future fiancée qui venait le voir sous la forme d'une statue de marbre représentant une jeune femme décédée à l'âge de 22 ans. Dans un de ses rêves, une jeune fille bien vivante se détachera de la statue. Lors d'un séjour en Australie, il aura une 3e vision, celle d'une femme avec des cheveux noirs dissimulés derrière un voile. Elle fixait Karl de ses yeux sombres. Là encore, il s'agissait de sa promise, évidemment. Ils se prirent dans les bras. Une joie qu'il décrira comme divine l'envahit alors. Il se sentait soulevé de terre, flottant dans l'espace. Cette fois, l'apparition serait restée auprès de lui durant pas moins de 7 jours. La jeune femme se tenait la nuit, debout à côté de son lit, puis un matin, l'apparition disparut. Son absence l'affligera profondément. Il prétendra même dans ses mémoires qu'il aurait été hospitalisé ensuite durant 3 mois, inconscient, souffrant de typhoïde et de malaria.
Quand il s'est présenté à l'hôpital maritime de Key West, c'était en tant que médecin, mais l'hôpital par la suite découvrira le poteau rose. Carl n'était pas médecin. Toutefois, au lieu de le chasser, sa hiérarchie choisira de le garder en tant qu'intendant technicien. Carl exercera donc sous la direction du docteur Lombard et d'autres physiciens qui constateront à l'unanimité ses parfaites compétences et son professionnalisme. Quand Carl sut qu'il allait devoir prendre une radiographie d'Elena de Hoyos, il était fou de joie. Mais cet enthousiasme fut brisé par la radiographie qui confirmait sans pitié le diagnostic de tuberculose. Très inquiet parce que son hôpital n'avait pas le matériel adéquat pour la soigner, Carl allait devoir tout mettre en œuvre pour sauver la vie de sa promise. La mère d'Elena, voyant l'implication de Carl Tanzler à soigner sa fille, invita le radiologue à leur maison. Il s'y rendra régulièrement par la suite pour prélever de nouveaux échantillons de sang sur sa protégée. Carl proposera même à la famille d'Elena d'envoyer à ses frais leur fille à l'étranger afin qu'elle y soit proprement soignée. Comme la famille refusa, Carl allait devoir trouver lui-même l'équipement nécessaire pour la sauver sans délai. Durant cette époque, il s'occupait à fabriquer un avion. Il se voyait plus tard y voler avec Elena, conduisant sa belle sur une île à 13 000 km de là, au large de l'Australie, afin d'y passer leur lune de miel. Chaque fois qu'Elena se rendait à l'hôpital de Key West pour voir Carl, ils allaient ensemble voir la carcasse de l'avion qui était garé sur la base navale de l'hôpital. Avec apparemment l'accord d'Elena, il baptisera son avion Contessa Helen von Cosel. En plus des soins qu'il lui prodiguait à titre gracieux, Carl Tanzler lui apportait des fruits et du vin médicinal. Il était persuadé de pouvoir améliorer sa santé à l'aide de ces petites attentions. Malheureusement, le sort en était jeté. La santé d'Elena déclinait inexorablement. Durant cette période, obnubilé par Elena qui était devenue malgré elle le centre des préoccupations de Carl, il envoyait de moins en moins d'argent à sa femme. Et très vite, malgré les lettres qu'elle lui envoyait, il finira par plus du tout la soutenir financièrement. Alors que le 21e anniversaire d'Elena approchait, Carl Tanzler était persuadé que la jeune femme l'accepterait comme son prétendant. Emballé par ses élans du cœur, cet homme extravagant était à 1000 lieues d'envisager une seule minute. D'une part qu'Elena était vouée à une mort inéluctable, mais que d'autre part, il ne se souciait guère des pensées de la jeune femme. On imagine aisément que cette dernière, à l'aube de sa mort, n'avait aucune envie d'être courtisée. Pour Carl Tanzler, Elena lui était destinée. Alors il lui acheta une bague, des roses, des gâteaux et lui révéla sans vergogne ses sentiments. « Elena, je peux vous donner tellement plus qu'une personne de votre âge. Je peux mettre à votre disposition mon savoir, mon expérience. Je peux vous sauver. Mais bien plus encore, je vous donnerai mon amour éternel. » On ne connaît pas les pensées d'Elena, ce qu'elle pensait de son étrange radiologue, mais imaginez à quel point elle a dû être surprise, voire carrément rebutée par cette déclaration, réalisant alors l'ampleur de la folie qui animait cet homme. Il était fou au point de croire qu'il allait pouvoir la sauver et doublement fou de lui mettre en tête un tel espoir. De plus, Elena devait être effarée d'être désirée par cet homme de 33 ans, son aîné, qui lui offrait son cœur et sa science au lieu de l'aider à mieux vivre ses derniers jours. Selon ce qu'il raconte dans ses mémoires, Elena, très certainement pour ne pas se montrer désobligeante, lui répondit qu'elle était encore mariée aux yeux de Dieu et de l'Église et qu'elle était en train de mourir. Mais il lui répondra sans l'ombre d'une hésitation que lui ne pensait pas ainsi. Si elle mourait, il la prendrait dans ses bras et Dieu les emmènerait au ciel. Il lui déclara qu'elle lui était destinée, lui révélant même qu'il savait qu'elle l'avait cherchée bien avant sa naissance. « Tu m'es apparu quand je n'avais que 12 ans. » Il ne pensait pas une seule seconde à la folie de ses propos. Il dira dans son journal qu'Elena le regarda alors avec tristesse, lui disant qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Puis elle ajouta qu'elle aviserait une fois qu'elle irait mieux. Quelques jours plus tard, Carl fut invité au mariage de l'une des sœurs d'Elena. À cette occasion, sans plus attendre, il demandera à Elena sa main. Mais comme ils furent interrompus, la jeune femme n'eut pas le temps de lui répondre.
Les jours d'après, Karl Tanzler n'aura de cesse de la couvrir de cadeaux. Un collier de perles, des boucles d'oreilles, une chaîne en or, une rose en corail. Chaque jour, il lui écrivit de nouvelles lettres, l'appelant « My Darling », la suppliant de venir le voir à l'hôpital pour faire un check-up, lui racontant son avancée pour réparer leur avion, comment il rassemblait déjà les affaires dont elle aurait besoin pour leur lune de miel, des robes de soie, des médicaments, un trousseau tout neuf, signant ses missives enflammées d'un implacable « À toi, à jamais ». Mais Elena, qu'on imagine très certainement exaspérée par le manque de retenue de ce casse-pied tenace, venait de moins en moins à l'hôpital. Et ses parents, malgré leur peu de moyens financiers, l'emmenèrent alors consulter d'autres médecins. Mais Karl continuait d'insister, proposant de lui payer lui-même la course de taxi pour qu'elle soit conduite auprès de lui. La jeune femme refusa de venir, affirmant qu'elle n'avait pas confiance en une compagnie de taxi. Qu'à cela ne tienne, Karl Tanzler alla de lui-même la chercher à bord de son propre véhicule. Mais elle refusa encore. Malgré cela, il ne sut pas décrypter la criante et cruelle évidence. Ignorant les règles de bienséance les plus élémentaires, il ne lâchera jamais prise. Rien n'allait se mettre en travers de son chemin, car Elena lui était destinée, tout comme Juliette était destinée à Roméo. Mais Elena tenait bon. Elle ne voulait plus le voir, plongeant ainsi Karl en enfer. L'amoureux transi était au supplice. Il continuait de lui écrire, l'implorant de pouvoir la revoir, lui promettant de beaux voyages. Il la conduirait partout où elle souhaiterait se rendre. Il avait tellement plus à lui offrir qu'un garçon de son âge. Mais un jour, la famille Milagro de Hoyos partit sans laisser d'adresse. Dès lors, Karl déambulait dans la ville la nuit, scrutant la présence de sa bien-aimée de maison en maison, la cherchant nuit après nuit au travers des fenêtres. Il était tellement opiniâtre que finalement, il trouva la nouvelle demeure des Hoyos et put revoir Elena. Plus que jamais déterminé à la sauver, il entreprit alors une nouvelle série de traitements sur la jeune femme. Il avait confectionné un boîtier électrique qui induisait de petits chocs électriques au niveau de son thorax afin d'aider ses poumons à se remplir d'air. De nouveau, il couvrait la jeune femme de cadeaux et lui fit livrer un grand lit en acajou surmonté d'une moustiquaire. Alors qu'un jour il se rendait à son chevet, il y avait la chanson « La Boda Negra » qui passait à la radio. Cette chanson était très populaire à l'époque. Du reste, quand la presse s'emparera de cette affaire quelques années plus tard, tout le monde pensera que cette chanson avait été inspirée par leur histoire. Mais c'est tout l'inverse. L'auteur du livre suggérera même l'idée que cette chanson serait à l'origine de ce qui s'est produit ensuite. La chanson raconte l'histoire d'un amoureux qui se recueillait chaque soir sur la tombe de sa belle. Une nuit, il mit en pièces la tombe et emporta le squelette de sa douce dans sa chambre pour célébrer leurs noces. Après l'avoir embrassée, il se coucha à ses côtés pour s'endormir à jamais. Pour la distraire, Karl fera emporter son orgue personnel dans la chambre d'Elena. Le 11 octobre 1931, il écrira dans son journal lui avoir acheté une bague en diamant et confiera qu'il avait la conviction qu'un jour ils allaient se marier. Aussi longtemps qu'elle était en vie, je n'ai jamais abandonné mon espoir. Malheureusement, le 25 octobre 1931, Mario, l'époux de Nana, qui était la sœur d'Elena, vint trouver Karl à l'hôpital où il terminait sa journée de travail, afin de lui annoncer qu'Elena venait juste de mourir. Sans regarder à la dépense, Karl Tanzler organisera les funérailles. Dans son fort intérieur, il y avait cette phrase qui répétait sans cesse « Elle n'est pas morte ». La cérémonie eut lieu le 26 octobre 1931. Juste avant qu'on emporte le cercueil, Karl glissera une lettre sous le corsage d'Elena. Une lettre où, une fois de plus, il lui réitérait son amour. Dans son journal, il dira qu'il avait vécu cette procession funéraire comme une marche nuptiale. Cet instant aurait pu être pour beaucoup ce qu'on pourrait appeler la fin. Une nouvelle et étrange vie débuta dès lors pour moi. C'était quelque chose comme une renaissance. Après ces 2 dernières années de tristesse, désormais plus personne ne pourrait plus jamais me l'enlever. Une fois son amour enterré, il lui rendait quotidiennement visite au cimetière, mais très vite une étrange pensée l'inquiéta. Et si de l'eau s'infiltrait dans le cercueil, le corps d'Elena pourrait s'abîmer. La seule chose qui me gênait était le fait qu'elle était enterrée peu profondément, et donc que l'eau pouvait l'atteindre, et aucun système de drainage n'avait été mis en place.
Dans les jours qui suivirent, Karl Tanzler continuera de rendre visite à la famille et leur proposa même de racheter leur maison, car c'était là où Helena avait terminé ses jours. Il voulait vivre à l'endroit même où elle avait rendu son dernier souffle, dans sa chambre, dans ce lit d'acajou qu'il avait acheté pour elle, disant qu'il se sentait chez lui, en sa présence. Ces derniers acceptèrent, moyennant un loyer en compensation. Karl Tanzler put alors dormir dans le lit où leur fille venait de décéder. Un jour, Karl dit à la mère d'Helena qu'il allait rendre à la défunte les bijoux qu'il avait achetés pour elle de son vivant. Il lui confia cet étrange souhait, à savoir qu'il veillerait à ce que le corps d'Helena ne se décompose pas. Si elle perdait ses cheveux, il lui achèterait une perruque. La mère lui remit à ce moment-là d'anciennes tresses de cheveux appartenant à sa fille. Désormais seul et ne sachant comment dédier son temps à sa dulcinée, Karl décida de lui ériger un mausolée. Ainsi, il retournait quotidiennement au cimetière avec un but précis en tête qui occuperait toutes ses pensées. Il allait dessiner les plans du futur et magnifique mausolée qui serait la nouvelle demeure de sa promise. Comme le mausolée nécessitait d'être construit au-dessus de l'actuel emplacement où gisait Helena, le cercueil de celle-ci fut rapatrié au funérarium. Karl obtint la permission de l'employé des pompes funèbres de se rendre auprès du cercueil. Il voulait vérifier si l'eau des pluies successives n'avait pas abîmé le corps de sa douce. Pour l'occasion, il acheta un nouveau cercueil, de nouveaux draps, coussins, de la gaze, du désinfectant et du coton. Après avoir ouvert le cercueil, il vit que la doublure en tissu de celui-ci collait au visage et au corps d'Helena. Il aspergea en grande quantité le cadavre avec du formol et mit des heures à détacher chaque morceau de tissu de la peau de la jeune morte. Il plaça ensuite le corps sur un drap propre et à l'aide d'une éponge imbibée d'antiseptique nettoya son visage, ses mains et ses pieds. Toute la nuit, il traqua sur le corps de sa belle la moindre trace de décomposition et veilla à ce que disparaisse cette odeur nauséabonde qui imprégnait sa peau. Le matin, aidé par l'employé des pompes funèbres, Karl déposa le corps d'Helena sur une épaisse couche de coton, puis il aspergea abondamment la défunte d'eau de Cologne, et les deux hommes déposèrent son corps dans un cercueil en métal afin de le protéger des agressions de la pluie. Karl demanda ensuite à l'employé une nouvelle nuit pour rester seul avec Helena. L'employé hésita, mais acquiesça finalement. Karl Tanzler avait fabriqué un incubateur dans lequel il avait inséré une valve qui permettait d'y introduire un liquide antiseptique. Plongé dedans, la dépouille d'Helena serait ainsi à jamais protégée du pourrissement. Il plaça donc le corps de celle-ci à tremper dans l'incubateur rempli de désinfectant, puis inséra le tout dans le cercueil d'acier qui était sécurisé par pas moins de 50 cadenas. Une fois le mausolée érigé, Karl dira que celui-ci ressemblait à une résidence d'été parfaite pour sa fiancée. C'était sa nouvelle petite maison, comme il l'appelait, et qui se fermait avec 3 cadenas dont lui seul détenait les clés. Karl avait fait graver une plaque en marbre indiquant ceci. Helena Milagro Hoyos, née le 31 juillet 1908, décédée le 25 octobre 1931. Repose en paix. Comte des Kozel, qui voulait certainement dire comtesse damoiselle Kozel, car Karl avait toujours dit, à qui voulait bien l'entendre, qu'il était le comte de Kozel. Durant 18 mois, il retournait chaque soir dans le mausolée. Il s'asseyait sur une petite chaise près du cercueil. Une fois alors qu'il s'y était endormi, il entendit un grand bruit. Il se réveilla et raconte avoir vu le cercueil d'Helena ouvert. Il sourit alors dans la semi-obscurité, car pour lui, c'était assurément l'esprit taquin d'Helena qui se manifestait. Mais c'est alors qu'il écrira avoir entendu taper à l'intérieur du cercueil. S'ensuivit alors d'étranges bruits, comme si des ongles grattaient la surface métallique du couvercle. Karl raconte alors qu'il ouvrira le filtre de la valve de son incubateur et qu'il sera aussitôt submergé par un agréable parfum qui emplira toute la pièce. Il reconnaîtra immédiatement le parfum de sa bien-aimée et l'odeur de ses cheveux. Il raconte qu'un jour, il avait entendu distinctement la voix d'Helena. Suite à cela, il lui apportera de nouveau des cadeaux. Mouchoirs en tissu, châle espagnol, peignes, trousses de toilette. La mort n'était plus une fin désormais. Alors, dans son esprit si prompt à prendre ses désirs pour des réalités, le pauvre homme continuait de bavarder avec le fantôme de sa douce. Un après-midi de Noël, Karl prit des photos de la tombe, et quand l'obscurité mangea les restes de lumière, il sentit des mains courir sur son visage et sur sa tête.
Quand il fera développer plus tard les photos, il verra sur l'une d'elles une ombre blanche se tenant devant l'entrée de la tombe. Et lors d'une de ses visites, il verra une silhouette blanche voilée à l'entrée du mausolée. La silhouette bougera à son arrivée et disparaîtra au travers de la porte. Cette nuit-là, dira-t-il, le parfum d'Helena sera particulièrement vivace à l'intérieur du mausolée. C'est à cette période qu'il dira l'avoir entendu chanter d'une voix douce et claire. Et nuit après nuit, le son de sa voix s'amplifiait. C'était toujours la même chanson espagnole, celle de la Boda Negra. Sa bien-aimée n'était-elle pas en train de le supplier qu'il l'emmène avec lui? Il écrira dans son journal « Chère Helena, tout le monde pensait que c'était la fin, n'est-ce pas? Nous savions tous les deux que ce n'était que le début. » Il disait que chaque fois qu'il avait posé la main sur le cercueil, celui-ci paraissait chaud. Il était persuadé qu'elle lui murmurait « Carlos, je veux venir avec toi, je veux être avec toi ». Dans son journal, il écrira comment l'idée d'emporter le cercueil d'Helena avait été suggérée par la jeune femme elle-même. 2 jours plus tard, après le vol du cercueil, il emmènera celui-ci ni vu ni connu jusqu'à la carcasse de son avion. Dans les jours suivants, il rendra la cabine confortable, apportera à Helena sa robe de mariée, des fleurs, des bijoux, des bas, des chaussures et aménagera également un espace médical avec du coton stérilisé, de l'eau distillée et du désinfectant. Tout ce qui était nécessaire à la toilette de sa protégée. Quand il ouvrira le cercueil 18 mois après la première fois, il sera choqué à la vue du corps décomposé d'Helena. Je peux à peine décrire cette image. C'était une vision affreuse et affligeante. C'était décourageant. Ma pauvre chérie, comme tu as été négligée. Et là encore, il détachera avec le plus grand soin ses vêtements qui étaient collés à son corps en moisissure visqueuse. Il effectuera ceci avec la plus grande précaution afin de ne pas abîmer davantage la peau. Il remplira un seau entier de tissu souillé de fluide corporel putréfié. L'odeur était intolérable. Il videra ensuite son seau dans l'océan. Karl n'avait pas du tout envie d'y retourner, mais il devait absolument aider Helena. Il préparera ensuite une solution à base de savon et nettoiera le corps de sa bien-aimée, continuant de détacher des morceaux de tissu de son corps, remplissant encore des nouveaux seaux. Puis il rincera son corps et le cercueil avec de l'acide phénique pour retirer les dernières mauvaises odeurs. Il dira « J'ai regardé dans la profonde cavité de ses yeux, elles étaient vides comme 2 trous noirs. J'ai vu ses lèvres desséchées, ses dents scintillantes. Puis regardant longtemps au travers de ses orbites, là où jadis se trouvaient ses yeux magnifiques, il me semblait que de nouvelles pupilles se formaient à nouveau et me regardaient en retour. » Plus tard, il placera dans les orbites de la pauvre Helena des yeux de verre, attachera les os du corps avec des fils de piano et remplira son thorax de chiffon. Un jour, il crut entendre Helena lui dire « Maintenant, tu ne m'aimeras plus, n'est-ce pas ?» Ce qui lui brisa le cœur. Il lui dit alors qu'il l'aimait plus que jamais. Il l'habillera d'une robe de mariée, placera sur sa tête un voile de soie et une couronne dorée. Il écrira dans son journal qu'il brûlait d'amour pour elle et s'était couché auprès du corps dans le cercueil pour l'embrasser, savourant ce moment qu'il décrira comme divin. Pour Karl Tanzler, la société occidentale ne prenait pas assez soin de ses morts. Il nourrissait une vision mystique de celle-ci. Elle n'était pas obligatoirement une fin en soi, c'était comme un premier palier, et qu'il fallait toujours vérifier si la mort de nos aimés avait bien atteint le stade définitif, ou ce stade limitrophe où la résurrection était encore possible. Régulièrement, il lavera le cadavre avec du savon et de l'eau de Cologne, retirant les derniers morceaux de tissu encore restés soudés à la peau. Il était persuadé qu'elle reviendrait à la vie. Il shampoignait aussi les cheveux d'Helena qui étaient collés ensemble. De petites larves s'étaient attachées à la tête, aux oreilles et sur l'abdomen de sa beauté. Et Karl appliquera alors une lotion anti-inflammatoire pour la soigner. Il posera également des bandages sur ses pieds et ses doigts qui commençaient à se désintégrer, les humidifiant avec du formol. Mais Karl ne cherchait pas seulement à stopper la décomposition du corps, il voulait redonner vie à sa peau, vivifier les cellules de son épiderme. Il nourrissait donc la peau d'Helena avec de l'huile d'olive et de la glycérine. Mais pas question de la réveiller dans une telle condition. Sa belle n'était pas prête. Un retour maintenant était pour lui impensable. Il fallait attendre le bon moment, quand Helena ressemblerait de nouveau à s'y méprendre à ce qu'elle était autrefois.
Durant cette période, Karl Tanzler fabriquera plusieurs masques mortuaires en plâtre afin d'avoir un impérissable souvenir de son visage. Il avait déposé sur le visage de sa belle une fine couche de soie pour la protéger du plâtre, mais la couche de soie s'étant engluée à sa peau, Karl décida de peindre dessus et y coula une solution à base de baume et de cire. Son visage était ainsi à jamais figé. Ensuite, il décida de faire de même avec le corps afin de se débarrasser définitivement de toutes les larves. Plus il la chérissait, plus dans l'esprit troublé de Karl, elle regagnait la vitalité. Il écrira. Ses cheveux reprirent vie, se rebouclant naturellement à nouveau, regagnant même leurs propriétés électriques. Les semaines et les mois passaient avec cette même routine de remise en forme. Il était persuadé que l'état de sa bien-aimée s'améliorerait de jour en jour. Toutefois, il dut déplacer son avion, car le nouveau responsable de la station navale de l'hôpital maritime où exerçait Karl refusa que celui-ci continue de stocker son pseudo-aéroplane sur une propriété gouvernementale. Il dut donc déplacer celui-ci dans un hangar qu'il dénicha à Rest Beach. Durant cette époque à Zephyr Hills, en 1934, l'une de ses filles, Clarista, mourut de diphtérie. Elle avait alors seulement 10 ans. Doris, sa mère, écrira à Karl, mais il ne daignera même pas se rendre aux funérailles de sa fille et ne jugera pas bon non plus de lui envoyer de l'argent. C'était d'une cruauté sans nom. Karl Tanzler était tellement obsédé par ses folles illusions au sujet d'Helena que tout le reste était occulté. Tanzler emménagea donc dans une cabane sur la plage de Rest Beach où se trouvait également son nouvel hangar pour son avion. Pour Karl, les 2 ans qu'il passera sur Rest Beach étaient les plus heureuses de sa vie. Il continuait d'exercer à l'hôpital maritime de Key West et tout le reste de son temps, il le passait dans son laboratoire afin de tout mettre en œuvre pour protéger le corps d'Helena de la détérioration. Mais celui-ci se momifiait inexorablement. Mais dans l'esprit extravagant de Karl Tanzler, les cellules desséchées d'Helena allaient assurément reprendre vie. Il n'était pas loin du but. Il préparait maintenant des solutions de plasma, effectuait des tests avec une machine électrique qu'il avait conçue, plaçant le cadavre dans l'incubateur et remplissant celui-ci d'une solution à base d'antimicrobiens et de sulfate de soude, puis chauffant le tout à une température de 38 degrés. Tous les jours, il retirait de l'incubateur le corps d'Helena afin qu'elle se repose et la soumettait alors à 5 minutes de radiation ionisante, puis la replaçait dans l'incubateur. Quand il voyait ses cheveux onduler dans la solution antiseptique, c'était pour lui le signe évident que sa tendre et douce retournait à la vie. Il jugeait sa beauté radieuse. Dans son journal, il ne s'en cache pas et précisait que quand Helena gisait dans ce qu'il appelait son bain, il l'embrassait, ses lèvres roses. Karl allait continuer son étrange traitement de remise en forme du cadavre jusqu'à ce que le corps d'Helena pèse pas moins de 45 kilos. Elle en avait déjà gagné 7. Chaque soir, il lui jouait de l'orgue, Beethoven, Bach, Wagner. Les vibrations musicales de concert avec les vibrations électriques de sa machine allaient forcément exercer une action positive sur sa bien-aimée. Chaque Noël, il préparait le sapin près de son lit, avec de petits cadeaux, des gâteaux, des chocolats. Il écrira à ce propos. « Pour moi, elle n'allait jamais mourir et vivrait avec moi, et je la traiterai toujours avec tout le respect d'une vivante. » Vous l'avez bien compris, le fait de s'occuper d'elle le rendait profondément heureux. Un soir de Noël justement, il raconte comment il déboucha une bouteille de vin et s'en servit un verre, but avec ses lèvres et recracha le vin au travers de la bouche d'Helena. Il écrira avoir senti la poitrine de celle-ci se soulever, sentant son souffle. Il ira même un jour avoir examiné Helena avec son stéthoscope, n'avoir pas entendu son cœur battre, mais en revanche, il écrira avoir perçu le bruit du sang circulant de nouveau dans ses veines. En 1936, son bonheur tranquille fut interrompu par l'agence fédérale du Work Projects Administration, chargée de nettoyer les plages et de les débarrasser de ses constructions de fortune. Karl dut donc déménager et dénicha alors une autre cabane en bois qui avait le mérite d'être isolée. Une nouvelle fois, il plaça le corps de sa belle dans l'avion, attacha celui-ci à sa voiture et se rendit à sa nouvelle demeure. Son ami pêcheur, un dénommé Frank, qui était son ancien voisin à Rest Beach et qui n'avait jamais été mis au courant du terrible secret de Karl, les rejoignit avec ses 3 bateaux. Ensemble, ils tinrent un potager et cultivaient des légumes, bananes, papayes, citrons. La porte de la cuisine était toujours ouverte pour laisser leurs chiens de garde aller et venir.
Une fois réinstallé, il sortit sa belle de sa boîte. Malheureusement, son générateur électrique ne pouvait pas être installé dans sa nouvelle cabane. Alors, l'incubateur ne pourrait plus être remis en route et continuer d'hydrater le corps d'Elena. Karl décida donc de laisser le corps de celle-ci à l'air libre et la plaça dans son grand lit d'acajou qu'il avait jadis acheté pour Elena et qu'il avait emmené avec lui. Il vivait là un parfait moment de joie et d'harmonie dans un bonheur silencieux des plus plaisants. Puis le 29 juillet 1936, un miracle survint. Karl s'était réveillé tôt et s'aperçut alors qu'Elena était en vie. Karl alla lui préparer un bouillon de bœuf, mais à son retour, à son plus grand regret, il la trouva couchée dans le lit, de nouveau rigide. Parfois tout de même, il l'entendait de temps en temps chanter. Mais son poids avait brutalement chuté à 18 kilos. Ses traits s'étaient figés, déformés, asséchés. Les années passèrent ainsi. On ne sait pas d'où vint la rumeur qui va se répandre dans la ville et qui racontait que le corps d'Elena Hoyos ne reposait peut-être pas dans son mausolée. Peut-être de son ami Frank ou de l'épicière qui voyait Karl Tanzler acheter de grandes quantités de savon et d'eau de Cologne. Mais la rumeur parvint aux oreilles de Nana, la sœur d'Elena. Quand elle sut que sa sœur ne reposait peut-être pas en paix dans le mausolée, elle envoya son mari Mario prévenir Karl que le mausolée avait été visité. Karl, confronté par Nana, se rendit au cimetière. Elle exigea qu'il ouvre le mausolée, mais celui-ci refusa tout net. S'arrêtant pas là, quelques jours plus tard, Mario revint à la charge auprès de Tanzler, exigeant qu'il ouvre une bonne fois pour toutes le mausolée. Une nouvelle fois, Karl refusa, mais Nana insista sans faire d'esclandre, lui disant qu'elle voulait seulement s'assurer que sa sœur allait bien. À ces mots, Karl consentit sur le champ à la conduire chez lui avec Mario. Il était parfaitement calme quand il franchit le seuil de sa chambre. « Nana, voici le lit d'Elena. » Il invita Nana à entrer. « Regarde comme elle est belle dans son habit de soie avec ses bijoux. Entre pour vérifier qu'elle ne pourrait pas être mieux ailleurs qu'ici. » Dans la pénombre, Nana regarda ce corps de patchwork recouvert de cire et de cosmétiques et ne put admettre qu'il s'agissait de sa sœur. Elle demanda depuis combien de temps il gardait cela chez lui. Il répondit depuis 7 ans. 5 jours plus tard, le 5 octobre 1940, 2 shérifs et un carrosse funéraire s'arrêtèrent devant la maison de Karl. Dans les jours suivants, alors que la presse dévoilait son invraisemblable histoire, des personnes bienveillantes venaient le soutenir. Des femmes venaient même en masse, touchées par son histoire qui était perçue comme extrêmement romantique. De son côté, le corps d'Elena fut examiné par des médecins et des pathologistes, puis exposé au funérarium de Dean Lopez, où celle surnommée la Belle au bois dormant sera vue par pas moins de 6800 personnes. Les gens se rassemblaient autour d'elle, parfois touchant le corps. Certains diront même que la peau était douce au toucher. Lors de l'audience préliminaire, on demandera la question qui brûlait toutes les lèvres. Karl avait-il sexuellement molesté le corps d'Elena ? Avec défiance, il répondra « Non, votre honneur » et murmurera après « Elle était momifiée ». Karl Tanzler fut examiné par 3 psychiatres qui le déclarèrent sain d'esprit. Pour beaucoup, il était une personne dévouée, compétente, qui durant son parcours professionnel avait aidé de nombreuses personnes. Rapidement, l'affaire a finalement été abandonnée, car le délai de prescription pour le crime était expiré. Karl Tanzler fut donc relâché. Évidemment soulagé de ce dénouement, il était tout de même effondré à l'idée de ne plus jamais revoir Elena. Pour lui, c'était pire encore que le jour où elle était décédée. Elena fut démembrée et mise dans une petite boîte et enterrée dans le plus grand secret afin qu'il ne puisse plus jamais la retrouver. Karl Tanzler perdit son travail et des personnes touchées par son histoire venaient lui rendre visite. On voulait voir la carcasse de l'avion, faire des photos avec lui. Il devient ainsi, malgré lui, l'attraction touristique. Le vieil homme vécut cela comme un dernier hommage pour Elena, mais sa notoriété était telle qu'elle finit par lui peser. Karl Tanzler voulait être seul afin d'écrire ses mémoires. Comme par hasard, la veille de son départ, le mausolée d'Elena explosa. Il retourna à Zephyr Hills vivre avec sa sœur. Il emporta avec lui son avion. Mais là, au lieu d'aider sa sœur dont la santé déclinait et qui souffrait d'épilepsie, Karl Tanzler mit tout son soin à écrire son autobiographie. Pour être tranquille, il s'installa dans le cockpit de son avion. Une fois ses mémoires terminées, sa femme Doris, peu vindicative, l'emmena sur la tombe de leur fille décédée de diphtérie. Karl lui construisit alors une sépulture, fit une arche surmontée d'une croix.
En 1944, il déménagea dans une résidence à Pasco Conti. Il emmènera le cercueil d'Elena et l'un de ses moulages en plâtre. Sur le couvercle, il placera des images d'elle. En 1946, un éditeur publia ses mémoires dans la revue Fantastic Adventures. Mais après avoir dépensé l'argent de ses ventes, Karl Tanzler était ruiné. Sa femme, peu rancunière et soucieuse malgré tout pour son mari, qui l'avait si lâchement abandonné, le retrouvait chaque semaine sur un banc, lui donnant une part de sa paye et le soutenant moralement malgré tout. En 1952, des voisins qui s'étaient inquiétés de ne plus le voir appelèrent le shérif. On retrouva le corps de Karl Tanzler décomposé, couché près du cercueil qui avait jadis hébergé son Elena. Il fut enterré le 14 août 1952 à côté de sa fille. 17 ans plus tard, le 5 mars 1972, les résultats de l'autopsie qui avait été réalisée 30 ans plus tôt furent publiés dans Topic Magazine. Les lecteurs apprirent alors avec horreur qu'un tube avait été inséré dans le vagin d'Elena. Cette allégation reste toutefois discutable, étant donné qu'aucune photographie de l'autopsie ne révèle l'existence de ce tube. Mais le pavé était lancé. Karl Tanzler, le romantique à l'extrême, qui à la manière d'Edgar Allan Poe avait fait d'une figure exsangue son idéal, n'était-il donc en réalité qu'un vil pervers nécrophile ? Dans ses mémoires, il avait donc tout enjolivé et romantisé pour dédouaner sa liaison sacrilège avec Elena ? Mais à bien y réfléchir dans le fond, était-il un nécrophile ou bien un idéaliste qui par folie aurait pu se laisser aller à un acte totalement irrespectueux envers le cadavre d'une jeune femme ? Qu'il y ait eu ou non un acte supposé de nécrophilie, ce qui reste certain, c'est que le cadavre d'Elena lavé durant 7 ans, couvert de cire et de soie, a bien été abusé d'une certaine façon car à force de vouloir redonner vie à sa belle au bois dormant, Karl en a fait un pantin de cire, de soie et d'os. Voilà pour cette histoire totalement à part, tout à la fois grotesque, poignante et surtout profondément tragique. Pour notre société, l'idée de déterrer un cadavre pour le choyer est choquant. Mais en Indonésie, par exemple sur l'île de Toraya, on déterre les morts sans que cela ne choque personne. Quand on les sort de leur cercueil, on les brosse, on les nettoie, on change leurs vêtements, on leur parle. C'est pour eux non pas un acte sacrilège, mais une marque de profond respect. Voilà pour cette histoire hors norme et totalement insolite. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir me voir sur ma page Facebook sur laquelle j'annonce mes prochains sujets. Je vous dis à très bientôt.